Bien, eh bien, écoutez, c'est dans la partie la plus australe du continent africain que je vous emmène cette semaine. Je vais visiter le Cap, la ville la plus cosmopolite et la plus contrastée d'Afrique du Sud, mais également la plus visitée. Je vous propose vraiment de découvrir les incontournables de cette belle région. You guys think that there is oppression on Instagram, Abi? My friend, have you been to LinkedIn? Have you been to LinkedIn? It's only on LinkedIn you will see a 24-year-old copper with 5 BSc, 4 MSc, and 2 PhD in bio, 16 years experience in the banking sector, 5 years experience in the oil sector. Nah, they will oppress you. Pourquoi le jeu est la meilleure technologie d'apprentissage? Parce que sa fréquence de retour est plus grande. Tu compares une copie d'examen à un jeu. Dans une copie d'examen, tu as disons 20 questions. Eh bien, tu as 2 heures. Question numéro 1, tu mets une réponse, aucun retour. Tu ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, tu ne sais pas ce que tu aurais dû faire. Bon. Ensuite, après 2 heures, tu donnes ta copie. Et 2 semaines plus tard, hors contexte, tu ne sais même plus ce que tu as écrit. Cette copie, elle te donne un retour en 2 semaines. Un jeu vidéo, c'est 2 retours par seconde. Bienvenue dans le podcast Scream Nomads, l'émission dédiée à la découverte des étudiants et anciens étudiants au parcours excellent partout dans le monde. Chaque mois, venez découvrir les success stories, les expériences, les astuces, les bons plans de ces femmes et hommes qui ont quitté leur famille à la recherche d'une éducation de pointe. Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui dans ce podcast, le Scream Nomads. Aujourd'hui, on est dans un magnifique parc à Genève, le parc Bertrand, mais je connais pas le nom de famille, mais c'est pas grave. On est dans la bonne humeur. J'accueille aujourd'hui Aïcha, qui va se présenter, qui va nous raconter un peu ses aventures autour du monde. Et on va apprendre tous ensemble, on va découvrir, on va s'inspirer de son parcours. Sans plus tarder, je vais demander à Fatou de se présenter brièvement en 60 secondes. Alors, Saïd l'a dit, il a déjà donné mes 2 premiers prénoms. Je m'appelle Fatou Maguette Aïcha. J'ai 25 ans, ça fait 7 ans que j'habite à Genève maintenant. Je suis diplômée en relations internationales et actuellement je fais un master en études africaines. Et je suis en stage à Right to Play Switzerland, donc c'est une ONG. Donc du coup, j'avais prévu de présenter un petit peu ce que j'aime, etc. pour que vous ayez un peu une idée de ma personne, entre guillemets. Du coup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots, l'écriture, et ça se ressent aussi dans ce que je fais actuellement dans mon stage. Les questions de justice sociale, de décolonisation, donc par rapport à mon master, et surtout de santé mentale. Ok, génial. Eh ben, on a un beau parcours devant nous qu'on va découvrir. Et justement, quel a été ton cheminement, pour ne pas reprendre parcours, depuis le lycée Jean Mermoz de Dakar jusqu'à aujourd'hui à Genève? Yes. Alors, mon parcours, il n'a jamais été linéaire. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé le lycée, donc j'étais en première, je ne sais pas si vous suivez un petit peu comment ça fonctionne le programme français. Moi, je fais le programme togolais. Ok, je vais expliquer un petit peu, alors c'est pas grave. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, j'ai fait une première S, donc première scientifique. Okay. Donc tout ce qui est physique, chimie, SVT, mathématiques, etc. Okay. Et en première, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime pas ça. J'aimais bien les maths quand j'étais en primaire, mais arrivé en première, j'étais comme non, en fait, non. J'aimais plus les maths du tout, donc j'ai voulu changer pour faire une terminale ES, donc économique et sociale, qui n'a absolument rien à voir. Sachant que pour faire ce changement-là, en fait, c'est tout un processus parce qu'il faut pouvoir avoir l'aval de son professeur principal, de la directrice, etc. pour qu'ils se rendent compte qu'on a les capacités de pouvoir changer parce que c'est pas tout le monde qui accepte de pouvoir faire ce changement-là. Et du coup, tout mon été, donc 2015, je l'ai passé à rattraper mes cours de SES toute seule parce qu'en Sénégal, il n'y avait pas d'instance pour nous aider, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc mon premier changement, c'était ça. Puis par la suite, donc quand je suis arrivée, sachant que mon professeur de SES m'avait dit que j'allais pas avoir mon bac.
Ah oui. pour savoir. Ah Donc oui, à la fin, d'accord. il m'a dit, j'avais quand même la moyenne, j'avais genre 10, Ok. 11, mais il m'a Ouais. dit qu'avec ces notes-là, vu que c'est un fort coefficient, j'allais oui. pas avoir mon bac. Là, j'ai eu mon bac et je lui ai bien fait savoir quand j'ai eu. Bref, et Félicitations. du coup, quand je suis arrivée à Genève, j'ai commencé en Economic and Management, le bachelor, Ok. en économie et GSM, management. Exactement, GSM, c'est voilà, ça. Ah, je sais pas, à la base c'était GSM moi quand je suis arrivée, mais peut-être que ça a Ok, changé. d'accord. Ça a dû Je changer. pense que c'est la même chose, GSM, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait GSM Ok. et ensuite un semestre. Ok. Je me suis rendu compte que j'aimais pas. Ah oui, d'accord, ok. Tu testes beaucoup de choses en fait. Et là, donc j'ai rencontré une fille qui était en 3e année de Bari, Alors, Barry, c'est bachelor en relations internationales. Ouais. c'est ça. Donc j'ai rencontré cette fille qui était en 3e année et qui m'a donné envie, enfin elle m'a parlé de son bachelor et puis ça m'a donné envie enfin je m'intéressais déjà. Elle m'a juste confirmé que c'était bien intéressant et que je pouvais faire cette voie-là. Donc septembre 2017, je commence mon bachelor en relations internationales. Ok. Donc voilà, à partir de là, j'ai pas changé de parcours. Je suis restée dans le même bachelor jusqu'à la fin. Ok. Et c'est là que j'ai eu mon diplôme. Et j'ai une autre anecdote aussi, c'est que j'étais pas censée être en Suisse à la base. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Après mon bac, du Oui. coup, j'étais censée aller en France. D'accord. Parce qu'en fait, après le bac français, c'est un peu la suite logique d'aller Ouais. faire ses études en Ouais, France, ouais. on fait Parcoursup, etc. Je m'inscris, on m'a accepté, je prends l'avion, j'arrive à Paris. Donc c'était dans une petite ville qui s'appelle Meaux, que personne ne connaît. Je ne connais pas. Je connais Pau, mais pas Meaux. Personne ne la connaît. Ok. Moi non plus, je la connaissais pas. On est arrivé 2 jours avec mes parents. Et ça m'a pas plu. Ça Ah. m'a pas plu à ma mère non plus. Ok. On a pris la voiture, sachant qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait mon inscription à la GSM en me disant que ça allait juste être un plan B. Ah oui, Un d'accord. petit Tu avais peu. un plan B. Voilà, D'accord. un plan B, Ok. mais qui n'était pas censé être effectif. Pour moi, Oui. j'allais en Bah France oui, et j'allais c'était un rester. plan Tu B. vois, Ah oui, évidemment. exactement. Ok. Et du coup, j'ai quitté après 2 jours et je suis venue à Genève. Non, sérieux, Sérieusement. après 2 jours. Ouais, honnêtement. Ah ouais. J'avais tout acheté. Genre, j'avais mon appartement, j'avais la wifi, j'avais la télé, j'avais tous les ustensiles, mon lit, tout. On a tout rendu. Wow. On a gardé certains trucs parce que j'allais forcément habiter toute seule en arrivant à Genève. Ah Enfin, oui. c'était à 2 ans après. Oui. Et voilà. Et donc là, t'es j'étais- venu comme ça en kamikaze. Oh, vraiment en mode, je sais pas Ok. ce que je fais là, pourquoi je fais GSM. Je pense que je me suis posé des questions par rapport à la GSM parce que c'était pas forcément ce qui m'intéressait au final. Ok, Et donc voilà. d'accord. Donc, j'ai de la continué. France initialement, tu te retrouves en Suisse. Exactement. Et tu aimes bien? Disons que j'ai appris à aimer au fur et à mesure. Donc plus je reste, plus j'apprécie. Ah oui. Ouais. Mais j'ai quand même des points en fait, et surtout après mon échange à Cape Town, je pense qu'on pourra en parler Oui. un peu plus tard, Mhm. qui m'a ouvert les yeux sur le fait que Genève je suis pas épanouie à Genève, Ah oui, d'accord. clairement. Ah Genre, ouais. je me sens pas pareil quand je suis en Afrique Mm. que quand je suis, en tout cas ici en Suisse. Ok. Ouais. Alors ça, c'est intéressant parce que je me dis souvent que c'est bien que je sois venu après le master, enfin pour faire le master, parce que si j'étais venu pour la licence, ça n'allait pas être fun. On est d'accord. Alors je te comprends On est tout à d'accord. fait sur ce point-là. Oui, Ouais. c'est vrai que je trouve que Genève, c'est pas très étudiantin en fait. Non, C'est pas pas du tout. vraiment fait pour les, je dirais pas c'est pas fait pour les étudiants, mais si on compare, enfin de façon relative, si on compare à d'autres villes, ne serait-ce que Lausanne, qui est beaucoup plus C'est étudiantine, vrai. mais à d'autres universités dans le monde, j'avoue que je te comprends. Ouais. C'est exactement, c'est ce que je dis d'habitude. Pour moi, je dis que Genève, c'est vraiment une ville où on est retraité, bien avec son salaire et de ses C'est enfants, vrai, sa c'est famille, et vrai, puis là, on c'est est vrai. bien. Mais en étant étudiant, c'est pas la meilleure ville, je C'est pas la trouve. meilleure ville. Il y a des points positifs, mais il Ouais. y a quand même cet aspect-là qui est pas très intéressant. Moi, je dirais que c'est une bonne ville pour faire un master. Sûrement, honnêtement, Ouais, mais parce sûrement. que Je pense qu'un master aussi, C'est c'est... on va dire, c'est souvent l'étape à laquelle beaucoup de personnes rentrent après dans le monde Ouais. professionnel. Et donc se construire un réseau à Genève, puis c'est international, C'est il y a vrai. tout, les grandes organisations internationales ici. Ouais. Ça peut être vraiment intéressant. Après, ça dépend vraiment de la carrière qu'on veut faire. bien sûr. Aussi. Si on veut faire, je sais pas, de la physique nucléaire. Ça Bon, il y a marche. le CERN, donc ça va. Enfin, bref. En tout cas, tout ce qui est international, c'est Tout ce qui est c'est le bon international, endroit. c'est un bon endroit, c'est Yes. vrai, c'est vrai. Et quels donc ont été les challenges auxquels tu as été confronté quand tu es arrivé à Genève? Ok. Alors, je pense qu'ils peuvent être dans 2 catégories. Donc, tout ce qui est challenge académique, je pense que ça a été surtout le changement à partir du système français vers le système suisse.
Parce que du coup, on a les notes, enfin ici on a les notes sur 6. Puis aussi, tu sais, la transition que tu fais quand tu passes du lycée à l'université, on n'est pas vraiment préparé. C'est vrai. On n'est vraiment pas préparé. Et moi, ça a été... D'ailleurs, j'ai repris ma première année. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner. J'ai repris ma première année de Paris. Je pense que c'était un peu tous ces aspects-là que j'avais pas vraiment pris en compte. Le fait que ça demande encore plus de travail, plus d'investissement de soi. Et aussi l'adaptation aussi de savoir, parce que moi, c'était surtout savoir qu'est-ce qu'il faut pour avoir le 4. Tu sais, le fameux 4 qu'il faut avoir pour passer les matières. Tout le monde ne comprend pas forcément ce qu'on dit parce qu'en fait, en Suisse, les notes ne sont pas sur 20, c'est ça. Mais elles sont sur 6. Et la moyenne, c'est pas 3, c'est 4. Exactement. Donc maintenant, vous comprenez, quand on dit avoir le 4, en fait, c'est avoir la moyenne en Suisse, qui n'est pas une moyenne arithmétique en tout cas. Pas du tout. Et du coup, c'était un peu le challenge de savoir comment avoir un 4, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce que je dois apporter moi aussi quand j'écris mon essai ou l'examen. Donc ça, c'était un peu les deux challenges que j'ai eu en termes académiques. Après, en challenge sociaux, entre guillemets, je dirais que c'est le coût de la vie, on va pas se mentir. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder parce que Genève est extrêmement cher. Que penses-tu de Genève? Le premier adjectif, c'est cher. Mais c'est sûr, parce qu'il ne faut pas fermer les yeux dessus, c'est ça. C'est clair, c'est net, c'est là, c'est pas facile, surtout quand tu es étudiant. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect privilège qu'il faut prendre en compte aussi, parce que si je prends mon expérience de vie, quand j'ai quitté le Sénégal, du coup, je suis partie pour faire mes études, donc j'avais un but. Et il y a cet aspect où les parents nous aident, tu vois, parce qu'ils nous disent tu vas faire tes études, donc on va te supporter d'une certaine manière jusqu'à ce que tu puisses avoir ton diplôme et voler tes propres ailes. Donc il y a cet aspect aussi que je l'ai ressenti forcément parce que voilà, faut rendre des comptes aussi quand on envoie de l'argent. Mais il y a aussi le fait que j'ai pas forcément eu à travailler à côté, tu vois, par exemple. Et je sais que ça, c'est un privilège que j'ai eu en venant ici, parce que pas tout le monde peut avoir cette expérience-là. Puis, donc pour passer à côté, donc le coût de Genève, il y a aussi le fait qu'on a déjà dit que c'est pas une ville étudiante du tout. Côté social. C'est ça, c'est pas la même chose. Même si, en soi, quand tu es à l'université, tu arrives à rencontrer des personnes, mais je trouve que les Suisses sont un peu fermés, honnêtement. Parce que là, en fait, je peux faire la différence, parce que j'ai eu Cape Town à côté, donc je peux faire la comparaison entre deux expériences estudiantines. Mais je trouve vraiment que les Suisses sont, enfin, en tout cas, de mon expérience personnelle, assez fermés à l'autre, enfin, entre guillemets l'autre, et à la rencontre d'une personne qui n'a pas forcément grandi ici, par exemple, je pense. Puis aussi, cet aspect bizarre aussi dont je parle souvent, c'est que en étant venue en Suisse, je trouve que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais noire. Et c'est bizarre à dire. Ah ouais, ok. C'est bizarre à dire parce que avant, pour moi, j'étais juste Fatou Maguette, tu vois, à Dakar. J'ai grandi autour de personnes qui me ressemblent. Et là, j'arrive en Suisse et je suis plus que Fatou Maguette. Je suis Fatou Maguette et je suis noire aussi. Tu vois, parce qu'il y a toute une dynamique qui est complètement différente. Et comment ça se fait que tu ressens que tu es noire ici? Je pense que c'est parce que quand tu regardes autour de toi, forcément, il y a personne, une grande majorité ne te ressemble pas. Donc sûr, forcément, tu es la personne différente, donc ma couleur de peau est encore plus visible. Et je me rappelle quand je suis arrivée, première année, j'ai eu plein de commentaires comme oh waouh, tu parles bien français, comment ça se fait? Tu vois, des commentaires qui sont tellement ignorants que pour moi, je me dis waouh, genre est-ce que on apprend la même chose à l'école? Est-ce que tu vois, j'avais cette fermeture aussi qui je sais pas, ça me ramenait à moi dans le sens, est-ce que j'ai un souci? Pourquoi je parle bien français? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc ça me fait plein d'introspection que j'avais pas forcément en étant au Sénégal, parce que du coup, quand je grandis au Sénégal, les gens parlent français et wolof, mais à l'école on parle français, donc personne ne me pose la question, comment ça se fait que tu parles bien français? Tu vois? C'est vrai. Donc il y a eu un peu tous ces... Ce que tu me dis là, ça rejoint un peu mon histoire aussi, mais moi je me suis rendu compte d'être noire quand j'étais en Algérie. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrive dans ce pays et là je me rends compte qu'il y a très peu de personnes comme moi. Et c'est la première fois ça me vient à l'esprit, ah oui en fait je suis noire. Tu vois que tu ne poses pas forcément la question quand tu grandis autour de personnes qui te ressemblent, tu vois. Et ce qui m'a fait, je dirais, encore plus montrer ce contraste, c'est quand je suis retourné au Togo, mais je suis passé par le Burkina. Et quand je suis passé par le Burkina c'est un pays où c'est rempli de personnes noires aussi. J'ai fait 3 ans en Algérie avant de retourner chez moi.
Et quand je suis sorti de l'avion, et que la première personne que je vois, c'est un noir, et que de l'autre côté, c'est un noir, et que de l'autre côté, j'ai un noir, que partout, il n'y avait que des noirs, je me suis dit, ah ouais, ça c'est pas mal quand même. Bienvenue à la maison. Exactement. Je pense que c'est cet aspect-là vraiment, je me suis, je sais pas, tu te prends un miroir et tu dis, ah, en fait, au final, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ça, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Du coup, c'était un peu ça, les aspects sociaux. Il y a aussi le fait de quitter quand tu as 18 ans. Tu te Ouais. sens prêt, mais au final, Ouais, t'es pas pas très prêt. C'est pas super prêt. Non, il y a que tes santé mentale aussi. Enfin, ouais, t'as plein d'aspects qui rentrent en compte quand tu quittes ton pays C'est vrai. pour aller faire tes études. C'est vrai. Comme je dis souvent avec mes amis, nous on a fait l'Algérie. Hein. Bon, je commente pas, mais voilà. Alors, quand tu nous racontais, tu parlais de Cape Town. Ouais. Tu as fait tes études à Cape Town, c'est ça? Alors, j'ai fait un échange Ok. à Cape Town pendant un semestre, D'accord. l'année dernière, donc 2022, dans le cadre de mon master en études africaines. Ok. Euh, Tu peux expliquer rapidement c'est ouais. quoi un échange? En Tout le gros, monde, ouais. Alors en gros, c'est pendant un semestre, on peut aller dans un pays qui est partenaire avec ton université Ok. et tu fais des cours qui sont liés à ta formation, Mhm. en gros. Donc moi, je suis partie donc je suis à l'université de Cape Town, UCT, et du coup, j'ai pris des cours qui devaient être en lien avec ma formation en études africaines. Ok. Donc forcément, j'ai pris des cours comme panafricanisme et régionalisme, Ok. super intéressant. Un cours de journalisme politique. Ça, c'était un peu plus large, mais c'était tout aussi intéressant. Ok. Et le troisième cours, c'était la médiation internationale. D'accord. Donc j'avais 3 cours, et c'était donc, tout lié avec mon master en études africaines. Et en gros, toujours anecdote, c'est parce que pour moi, j'ai l'impression que rien n'est vraiment, je sais pas comment dire, rien n'est fixé, dans le sens où j'avais jamais pensé à Cape Town avant, tu vois. Ok. J'en avais parlé avec un ami Oui. de mon master qui était déjà allé Ok. et qui m'avait dit, enfin c'est une trop belle ville, et moi j'y pensais, c'est en mode ouais, voyager, aller à Ouais. Cape Town, c'est cool, machin, mais pas faire mes études à Cape Town. Ouais. Et puis donc on parle de mobilité au début du master, je pense. Et avec mes amis, on se dit ok, bah chacun choisit sa destination un petit peu. Moi je vois, et puis en fait je voulais partir dans un pays où on parle anglais, Ok. et en Afrique. Ah Donc oui. l'Afrique du Ah, Sud bah, l'Afrique du matchait Sud, tous les bah, points, ouais, tu vois. ouais. Ok. Mais je me disais pas, parce qu'en fait c'était super compétitif dans le sens où c'était genre 2 places pour toute l'université. Ah, pour Cape Town. Toute l'université. Waouh. Et le directeur de master, quand je lui ai dit, parce qu'on a fait un peu un tour de table et puis demandé où chacun avait apply, et puis moi j'ai dit Cape Town, et puis il m'a dit vous n'avez pas pris d'autres options. J'étais comme non, ce que j'étais censée prendre, non, j'ai juste pris. Puis un matin je me réveille, tu brosses les dents, tu regardes ton téléphone, tu regardes tes mails et tout. Ouais. Je vois mobilité Cape Town, Ah ouais. je me suis dit quoi? Waouh. Je me suis dit que c'est pas possible. Mais franchement, je crois que j'avais trop d'émotions. J'étais excitée, en même temps j'avais peur. J'étais contente, en même temps j'étais comme stressée parce que je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, C'était vraiment ouais. pas ce que. Genre, c'était pas vraiment un goal en mode de si j'y vais pas, je meurs. C'est Oui. plus genre j'ai pris, Ouais. puis si ça passait, ça passait, ça passait pas, ça Ah, passait pas. bah Et comme c'est passé, j'étais comme. Oui. Waouh. Je vais à Cape Town. Je vais à Cape Town. Ouais, franchement, j'étais trop excitée. Puis, donc, rien au-delà de l'aspect de la ville qui est super belle, de l'Afrique du Sud, qui est un pays super intéressant, justement, cet aspect intéressant, c'était vraiment le côté social du pays. Ok. Parce que c'est une histoire qui est assez spéciale, donc avec l'apartheid, Ouais. les inégalités sociales, machin. Et puis, donc, j'ai fait plein de recherches avant de partir. Ok. Et ouais, du coup, en arrivant, il y avait plein de choses qui étaient super frappantes, que tu vois quand tu es dans le pays. Tu t'y attends pas forcément de les voir comme ça. Enfin, tout ce qui est inégalité, par exemple, c'est visible, tu vois. Comme quoi, par exemple? Par exemple, première semaine, je suis chez ma famille d'accueil, donc une amie à ma tante où j'habite. Et sa fille me fait visiter un peu leur quartier. Ok. Donc, disons que c'est un quartier à Cape Town qui s'appelle Clifton. Enfin, c'est à Camps Bay et Clifton. Et en gros, c'est un peu les quartiers qui sont les plus prisés, huppés de Cape Town, comme ça. Ouais, c'est comme colonie, quoi. C'est le colonie de Cape Town. colonie de C'est le Cape Town. colonie de Cape Town. Et en gros, elle me fait visiter un petit peu. Puis là, tu vois que des blancs dans ce quartier. Sachant que Ah oui. ma tante est noire. Donc, Ok. ses enfants aussi sont noirs. D'accord. Et là encore, tu fais tâche, mais dans un oui. pays noir. Donc tu dis, Ah oui, il y a ça quelque va chose, être bizarre. quelque chose qui va pas. Mais par contre, au-delà de ça, donc on marche et puis on voit un SDF, Ok. donc qui est noir. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que tu vois des SDF un peu partout. Mais là,
directement, quand tu vois une personne qui est un peu moins privilégiée, ça va être un noir. Privilégiés, ils sont blancs. Ouais. Et cette personne-là était en train de fouiller dans les poubelles, en train de manger des restes que les personnes blanches avaient mangé chez eux et qui avaient jeté dans leurs poubelles parce que c'est un quartier blanc. Tu vois, c'est vraiment cette image-là que j'ai gardée de Cape Town parce que c'est un peu représentatif de ce qui se passe dans le pays. Et quand tu parles avec les gens là-bas aussi, tu le vois. Parce que les Sud-Africains, en tout cas de Cape Town, n'habitent pas dans la ville. Wow. Ils doivent ressortir un peu plus loin pour pouvoir rentrer chez eux, en gros. Wow. Donc, il y a plein d'aspects de Cape Town, mais franchement, c'est une ville incroyable. Ok. C'est quoi les autres aspects incroyables de cette ville? Alors, je dirais que ça va de quelque chose pas superficiel, mais le paysage. Ok. Rien que le paysage est incroyable et indescriptible. En fait, à chaque fois qu'on me demande, je peux pas décrire par les mots. Il faut que je montre des photos pour que les gens se rendent compte. Ah ouais. Et même les photos ne rendent pas justice parce que je sais pas comment t'expliquer, j'avais des étoiles dans les yeux tous les jours. C'est quoi? C'est le bâtiment, c'est la nature, c'est les gens, c'est les couleurs? Tout. L'architecture, il y a la plage, il y a la montagne, t'as des couchers de soleil à couper le souffle. Enfin, j'ai plus de photos sur mon téléphone, sinon je t'aurais montré. Okay. Mais c'est juste il faut le voir pour y croire, tu vois, et pour comprendre. Ouais, non, vraiment. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai toujours ça m'agite souvent parce que j'ai les étoiles dans les yeux. Vraiment, elles sont encore là parce que c'était vraiment une expérience tant sur le côté genre personnel ou même académique, les deux en fait, ou les rencontres que j'ai faites. Enfin, c'est vraiment une expérience que je conseille à n'importe qui de partir en échange, même si c'est pas forcément Cape Town, même si je vous conseille de partir à Cape Town, vous l'aurez compris. Mais c'est vraiment une expérience d'échange, c'est une expérience qui t'apporte vraiment beaucoup. Ok. Vraiment énormément. Ouais. C'est vrai que je connais pas mal de personnes qui ont fait des échanges et à chaque fois qu'ils en parlent, ils ont les étoiles dans les yeux. Non, ouais, franchement, ça t'ouvre à plein de choses et puis tu rencontres des personnes un peu partout, etc. Donc, ouais, vraiment incroyable. D'accord. Bon, on va aller dans le côté un peu professionnel des engagements. Je sais que dans ton sillage, il y a Amnesty International, les African CEO Forum, la Croix-Rouge. En fait, tu es assez impliqué dans le monde associatif. Parle-nous un peu et dis-nous ce que ça t'a apporté ces dernières années. Alors, le monde associatif, je pense que j'ai grandi un peu en le voyant parce que du coup, ma maman elle est très impliquée dans tout ce qui est associatif au Sénégal. Ah oui, d'accord. Et par la suite, moi, en fait, c'est en arrivant à Genève que j'ai vraiment voulu faire du volontariat. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, je faisais les études, mais je voulais trouver quelque chose à côté qui me prenait pas trop de temps, où j'avais un peu... comment dire, je pouvais contrôler un peu mon temps. Comme c'est du volontariat, c'est moi qui décide si je donne mon temps ou pas. Et du coup, je me suis dit que ça aurait pu être une expérience, des expériences intéressantes pour des causes qui me tiennent à cœur. Donc, Africa CEO Forum, je l'ai fait parce que du coup, j'ai un ami qui m'en a parlé. Et on voulait avoir cette expérience tous les deux ensemble. Et c'était forcément, ça parlait du continent. Et forcément, directement, ça intéresse quand tu es à Genève. Et ça s'est passé à Genève? Ouais, c'était leur session à Genève du coup, en 2017. Ok. Ouais, parce que là je sais qu'ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. D'accord. Récemment, cette année c'était en Côte d'Ivoire. Ok. Et là, quand j'avais fait c'était à Genève. Amnesty International, donc ça c'était plutôt l'UNIGE, donc c'est tout ce qui est association étudiante. Pareil, donc ça aussi c'est quelque chose que je voulais faire. Au début j'étais un peu réticente parce que je voulais vraiment me focus sur mes études. Et après je me suis dit ça peut être cool aussi. Ouais. Ça et puis CAMAF aussi. Ok. Je sais pas si tu connais. Ah oui, je connais, j'étais à CAMAF à un moment. C'est vrai? Oui, je t'ai pas rencontré. Moi non plus. Bon, j'avoue que j'ai un peu déserté rapidement. J'y allais plus à la fin, mais ouais. J'ai un peu déserté rapidement, mais ouais. Ok. Ouais. Donc du coup, ça me permet un peu de toucher à tout. En fait, en faisant le volontariat, tu touches un peu à tout. Tu donnes de ton temps à des causes qui sont quand même assez nobles, je trouve. Et puis ça te rajoute aussi des expériences sur ton CV qui sont quand même, qui sont pas négligeables parce que quand j'ai fait par exemple plusieurs entretiens pour avoir un poste. Quand on me demandait des cas pratiques, tout le volontariat que j'ai fait, ça aide aussi à avoir des choses concrètes en fait dans ce que tu as fait dans ton parcours académique. Ok. Voilà Est-ce que tu peux nous dire un peu sur Amnesty International, qu'est-ce que vous faisiez? En gros, moi je me suis mise dans le groupe sur la répression et c'était juste après George Floyd. En fait, c'était pour ça que je voulais m'engager dans ça parce que je voyais qu'ils étaient assez actifs dans tout ce qui est
awareness raising, faire que les gens se rendent compte de ce qui se passe. En gros. Ok, d'accord, ouais. Donc, ouais. voilà, Faire donc prendre conscience aux gens. Merci, prendre Ouais, conscience, c'est d'accord. ça que je cherchais. Ouais, d'accord. Et en gros, Ok. donc voilà, j'ai fait en fait, c'est plusieurs groupes Mhm. qui sont. Alors là, on a un drone qui est en train de passer avec devant nous. C'est un drôle Pas d'un mal. oiseau, ça. C'est un drone, c'est pas un oiseau. Tu vois pas, tu entends pas le bruit. Ah oui. Bon, petit aparté dans notre podcast, voilà, on vous disait on est au parc, donc les enfants s'amusent, donc, et voilà. Ah oui. On continue. Et du coup, ouais, donc il y avait plusieurs groupes et moi j'avais choisi de faire celui sur la répression. Mhm. Et en gros, en fait, c'est plus des discussions et des organisations d'événements Mhm. à l'université. Ok. Je me rappelle qu'il y avait une fille et moi, on voulait faire Ok, il repasse. Il repasse. Bref. Donc c'était sur tout ce qui se passait en Chine avec les Ouïghours. Ok, d'accord. Et en gros, on était chargé d'organiser l'événement, envoyer les lettres à l'université pour avoir leur accord et pouvoir aller jusqu'au bout. Au final, moi j'allais à Cape Town, donc j'ai pas pu aller au bout de cette organisation-là. Mais en gros, c'est un petit peu ce qu'ils font à l'Uni. Ils font aussi des collectes de fonds. Ok. Donc c'est un peu tout ce qui permet aux gens de se rendre compte qu'il y a certaines choses qui se passent dans le monde. Ouais. Exactement. Ok. Et ça touche la migration, ça touche la répression, les droits humains. Donc c'est une organisation qui touche un peu à tout. D'accord. Ouais. Je ne sais plus si c'est vraiment en 2017. Alors, j'avais couvert un événement organisé par des étudiants de l'Université de Genève Ouais. devant la place des Nations pour défendre justement les droits des Ouïghours. Là, j'étais dans l'association Topo TV. Ok. Et quand tu en parles, ça me rappelle ça. Donc Ouais, peut-être que si tu n'étais pas passé à Cape Town, peut-être qu'on serait vu à cet événement. Sûrement, possiblement. Ok, d'accord, Ouais. je vois. Amnesty International, très Ouais. intéressant. Et donc actuellement, tu es en stage, c'est ça? Ouais. Ok, comment ça se passe, c'est où et qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis en stage, toujours dans le cadre de mon master pour le dernier semestre. Ok, Et je suis dans une ONG Mhm. qui s'appelle Right to Play. ok. C'est une ONG canadienne qui a un siège ici, donc, mais le siège est à Zurich. Mhm. Et en gros, c'est une ONG qui qui met en place des programmes et des projets en Afrique, forcément, Ok. en Asie, donc Middle East, et au Canada. Donc tout ce qui est éducation principalement, donc c'est vraiment leur focus. Mais aussi, ça touche l'égalité de genre, la santé mentale. Ça, c'était Ok. le mot qui m'avait oui. fait vouloir le faire quand j'avais fait l'entretien avec la dame. D'accord. Elle a parlé de santé mentale, je me dis que ça c'est le signe où je dois travailler dans cette ONG. Ok. Santé mentale, donc gender equality. Donc ouais, ça touche un petit peu à tout ce qui est social. Et tout ça à travers le jeu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle jeu. Right to Play. Ah oui, play. Ouais. D'accord. Et ok. en gros, tout ce qu'ils font, c'est former les enfants à travers les enseignants, les enseignantes qu'ils ont dans les pays. Ou même, ils travaillent aussi avec les ministères de l'enseignement, de l'éducation, etc. Former à toutes ces questions dont j'ai parlé. Donc D'accord. éducation, gender equality, tous ces aspects-là. Et en gros, donc tous ces projets, ils se font dans 15 pays dans le monde. D'accord. Donc elle est vraiment assez présente et leur spécificité, c'est vraiment le jeu. Le jeu. Ouais. Ok. Ouais, c'est bien connu que le jeu, c'est l'une des meilleures façons d'apprendre. Mais je savais pas ça, d'éduquer, moi. en fait. J'étais Donc, pas au courant du tout. ah ouais C'est vraiment. Je sais que le jeu, ça apporte quelque chose, Ouais, tu vois. ouais. Mais c'est vraiment en ayant commencé avec eux et en ayant lu un peu tout ce qu'ils ont écrit sur justement la place du jeu dans l'éducation que je me suis rendu compte que finalement ça marche, Ok. apparemment. Ah bah génial. En tout cas, j'invite tout le monde à aller voir sur leur site. Donc tu peux répéter le nom de l'association, de l'ONG? Right to play. Right to Play. Yes, Ok. c'est Donc ça. à découvrir. Ouais. Alors, on va parler maintenant des langues que tu parles. Tu parles le français, le wolof, l'anglais. Tu as des notions de chinois Notions. et d'espagnol. Comment ça se fait que tu as appris toutes ces langues? Donc le français, tu veux vraiment me poser cette question aussi? Oh, le français, d'accord. Mais comment ça se fait que tu parles bien français en fait? Alors, moi aussi, Au revoir Saïd, j'ai eu droit aussi une fois à cette question. J'étais dans un groupe de travail et à un moment, le gars il me regarde et dit mais en fait tu parles super bien français. Comment ça se fait? Je dis bah j'ai parlé français toute ma vie quoi. C'est Donc, ça. je pense que c'est un peu C'est vraiment normal. des questions. Mais en même temps, ils savent pas.
Oui, Ils mais savent on est pas, en en fait. 2023, je sais pas, on est censé savoir un petit peu, donc... Bon, écoute, si tu me dis on parle quelle langue en Nouvelle-Guinée, je sais pas, en vrai, je sais pas. Hein. D'accord, Donc, bon après, argument. c'est pas pour les défendre, Je mais comprends. c'est pour dire que voilà, Je on peut comprends. pas être au courant de tout. Et puis, alors je fais un aveu, par exemple, je savais pas que le grec existait encore. Pour moi, Ok. je pensais que c'était une langue morte. Ok. Et la première fois que j'ai vu un grec, il m'a dit, il parle grec. Je dis quoi? C'est une langue morte. Alors je Ok, me suis senti ça, un peu con ce jour. Mais voilà, on peut pas tout connaître quoi. Donc voilà, on peut les excuser même si bon voilà. On peut les excuser. Et du coup, donc français, anglais à l'école, pareil. Donc LV1, je crois que c'est langue vivante 1. Dans le Ok. programme français, c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. Et en gros, t'as les cours de français et t'as les cours d'anglais aussi. Donc une langue que t'apprends. L'espagnol, pareil en fait. L'espagnol, c'était ma langue vivante 2. Ok. Donc c'est un peu moins approfondi que l'anglais. Mais on a quand même des notions, par exemple, à la fin du bac, on passe à un bac d'espagnol où t'as compréhension écrite, compréhension orale et expression orale, Ok. expression écrite. D'accord, c'est Donc, comme le TOEFL d'espagnol quoi. Exactement, c'est ça. Là, c'est ça. Ok. Et du coup, donc l'espagnol, voilà pourquoi j'ai des notions, des notions qui Ok. sont perdues. Ah oui, bah, une langue c'est Je te dis, vivant, hola, hein. que tal, ça suffit pour l'instant. Mais ouais, donc Ok. voilà, j'ai encore un petit peu mes notions, mais moins que quand j'ai quitté le Sénégal. Ok. Le chinois, je l'ai fait en fait à la fin de mon bachelor en relations internationales. Ah. On l'avait en option on avait une option langue. Donc j'ai choisi de le faire. J'avais pas de raison particulière. Ok. J'étais plus intriguée. Puis je me suis dit intriguée par la langue en fait, parce que je me suis dit, enfin tu sais le chinois, ça toujours, enfin les gens disent toujours que c'est une langue compliquée, que c'est pas facile à parler non plus, qu'on comprend rien et que même quand quand quelqu'un te dit que tu dis n'importe quoi, il dit tu parles chinois, Oui, tu vois. vrai. Et C'est vrai. du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis ça me fait toujours ça de plus à pouvoir avoir. J'aime bien dire je parle chinois, mais franchement, je parle plus. J'ai perdu parce que forcément, quand tu pratiques pas une langue, Ouais. tu la perds. Tu la perds, ouais. Donc voilà. Mais par contre, on a fait un examen oral, donc il fallait vraiment avoir tenir une conversation en chinois. Ah oui. J'avais réussi à l'examen, mais là, je suis pas sûre de pouvoir le refaire. Ok, Donc voilà, ok. le chinois, c'est dans mon bachelor. D'accord. Ouais. Donc ça te fait en gros 6 langues. 6 langues? Français, Français, anglais, anglais. Ah oui, 5. Français, Wolof. anglais, Wolof. Bon, c'est Ouais. notre histoire. Ouais. Ah oui, c'est vrai, le Wolof. Je le comprends. Moi, je comprends Nyangadef. Nangadef, Voilà. Nangadef, J'ai des notions de- magnifique. J'ai des notions de Wolof. Le Wolof, je le comprends. Ouais. Honnêtement, ça veut dire que si tu me parles Wolof, je comprends tout ce que tu me dis. Le parler, c'est dommage, mais ça me vient moins facilement. Ok. Dans le sens, il faut que je réfléchisse avant que les mots me sortent, tu vois. Ouais. Et puis quand on va me dire le mot et c'est ça, je vais ah oui, mais c'est Ouais, vrai, tu ouais, vois. ouais. Ok, Donc d'accord. le Wolof, c'est un petit peu ça. Mais par contre, je comprends, ça veut dire que quand au Sénégal, les gens pensent que je comprends pas, Bah ouais, comprennent ouais. pas et qu'ils me parlent de moi, là, je comprends. Mais du coup, voilà, le Wolof, mais c'est dommage parce que je trouve que c'est important aussi de connaître la langue de son pays. C'est vrai, Je sais pas c'est si au vrai. Togo, vous avez des... Oui, on a pour soixantaine de langues. Ouais, tu vois. Et au sud, le Mina. Qu'on compare souvent aussi à l'Ewe, enfin, on dit souvent Ewe ou Mina. D'accord. Après, c'est des langues qui se ressemblent. Ok. Quand tu comprends une, tu comprends assez facilement l'autre. Donc au sud, c'est principalement parlé. Et dans d'autres parties du pays, il y a beaucoup d'autres langues qui sont parlées aussi. Donc oui, le Mina, j'avoue que si tu comprends pas le Mina à Lomé, t'es quand même mal barré. Tu vois, c'est la même chose avec le Wolof. T'es quand même mal barré parce que même dans les administrations et tout, bon, c'est vrai que ça, on l'écrit pas. Mais voilà, entre nous, entre Ouais. amis, à la maison, au marché, partout, Ouais. c'est le Mina, quoi. Tu le parles du coup. Ah oui. Ok. Ouais. Et parfois, les gens pensent que je ne parle pas et ça leur fait drôle quand je rentre. Et ils disent ah, ok, tu parles. Ah oui, d'accord. Tu vois. C'est toujours comme ça. Ok, Ouais. ok. On va continuer avec la question qui concerne les modèles que j'aime beaucoup poser parce que parfois les gens, enfin, les personnes que j'ai interviewées ou bien les personnes en général, ils ont une personne qui les inspire à aller plus loin, à faire ce ils sont en train de faire. Est-ce que toi, tu as une personne qui t'inspire énormément? Si oui, c'est qui est cette personne? Ouais. Et pourquoi elle t'inspire? Alors, moi, j'ai plusieurs personnes. Ok. Mais je vais expliquer pourquoi. En fait, la base, c'est ma grand-mère. D'accord. Et le reste, c'est mes tantes et ma maman. Donc, Ah ouais, c'est- d'accord. pour moi, en fait, ma grand-mère, c'est... je vais pas dire de bêtises, je sais pas si l'épitome, c'est le bon mot, mais je veux le summum D'accord. de la femme forte, D'accord. inspirante et qui voit du positif partout. Et c'est en gros ce que j'aspire à être. Non, mais c'est ça.
ça te donne envie d'aller plus loin par rapport à ta personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc moi, c'est plus, je sais pas si, parce que d'habitude quand les gens ils parlent de role model, c'est souvent par rapport à la carrière. Oui. Mais moi, c'est plus en tant qu'humain, tu sais, genre sa personne. Donc en gros, c'est ma grand-mère, comment elle a été divorcée dans les années 1970 au Sénégal, donc une femme toute seule. Enfin, tu vois un petit peu comment ça s'est perçu dans la société. Élever 4 filles par elle-même. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qui font que I look up to her, genre, parce que je la vois vraiment comme un modèle à suivre. Pour moi, en tout cas, c'est elle. Et ma maman, du coup, parce que voilà, c'est ma maman. Et pareil, en fait, elles ont été élevées dans le sens où toujours aller plus loin et se dépasser en tant que personne, en gros. Et ça fait que ce sont des femmes, en tout cas pour moi, qui m'inspirent à ne dépendre de personne et juste s'apprécier en tant que personne individuelle. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. Voilà. On peut voir déjà par ton parcours, tout ce que tu as pu faire, que tu es une personne forte. Et on peut dire que les jeunes se sont bien trompés. C'est gentil. Ok. Et quel conseil tu donnerais à un étudiant ou une étudiante qui aimerait faire carrière à l'international, comme toi, voyager et voilà, changer le monde aussi à sa façon? Alors, pour moi, je pense, je sais pas si ça va vraiment être des conseils qui sont utiles, mais je donnerai un petit peu par rapport à ce que j'ai appris en expérience. Ouais. Je pense que ce serait garder ses objectifs en tête, mais être ouvert au changement, parce que forcément, avec tout ce avec tout ce qui se passe aujourd'hui, là, exactement. Il n'y a plus de plan. Il y a vraiment, c'est pas qu'il n'y a pas de plan, mais c'est que pouvoir être adaptable, s'adapter, exactement. Pouvoir s'adapter à tout changement qui puisse arriver et pas forcément être rigide dans les objectifs qu'on a. Ouais. Et être aussi challengé, parce que forcément, l'international et en tout cas les sciences sociales, c'est un domaine qui change constamment. Okay. Donc si tu t'arrêtes sur des a priori ou des idées qui sont super fixes, c'est compliqué de pouvoir déjà débattre avec les gens, parce qu'il n'y a pas d'échange. Moi, un débat, c'est un échange, c'est pas je m'arrête sur mon idée et puis ça s'arrête là. Et quand on veut faire carrière dans l'international, je pense qu'il faut être souple un peu dans sa manière de voir les choses. Bon, pas ne pas perdre ses valeurs ni ses principes, mais vraiment pouvoir être dans l'échange avec les gens. Parce que moi, je parle plus dans le sens du développement social, parce que c'est ce qui m'intéresse, à l'international en tout cas. La diplomatie, je sais pas trop, parce que la diplomatie, il faut toujours être un peu soft dans ce que tu dis, ne pas avoir d'idées trop arrêtées. Ouais. Donc voilà, ça ce serait le premier conseil. Ce serait aussi d'être ouvert d'esprit et ouvert à la découverte aussi. Okay. Parce que je pense que c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Comme j'ai dit, c'est un domaine qui change beaucoup. Faut explorer, il faut aussi parler aux personnes qui sont dans les organismes qui nous intéressent, dans les domaines qui nous intéressent, parce que je pense que les relations internationales, c'est un domaine qui est super large. On peut faire plein de choses, on peut être journaliste, on peut être diplomate, on peut travailler dans une ONG, on peut travailler au UNHCR, alors que là, c'est tout ce qui est droits humains. On peut travailler à Gavi, tout ce qui est santé. Donc, il y a vraiment plein d'aspects qui sont différents. Et quand on parle avec des personnes qui sont vraiment déjà dans le domaine qu'on veut faire, on a un peu plus de visuel, concret en fait. On a un peu moins peur. Exactement. On s'est dit que c'est des humains qui ont une tête. Exactement, et t'arrives un peu mieux à savoir si ça t'intéresse ou pas. Parce que c'est un peu la difficulté, parce que tellement c'est vaste en fait, on touche un peu à tout. Parce que dans ma formation, donc on fait du droit, on fait de l'économie, on fait de la science politique, on a même fait un peu d'environnement. Okay. Donc c'est vraiment super vaste, et puis dans ce sens-là, on peut facilement se perdre en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait garder les objectifs, donc savoir un petit peu où est-ce qu'on se dirige, pas forcément avoir une idée arrêtée complètement, mais explorer et puis savoir ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse pas. Et aussi, ce que j'avais d'autre comme conseil, ce serait aussi de rester actif. Tout ce qui est networking, participer à des conférences, participer à des séminaires, des événements. Déjà, ça permet de challenger les connaissances, parce que comme je disais, c'est important de débattre et de pouvoir parler avec les gens. Discuter avec des personnes qui sont expertes aussi, parce que forcément, il faut pouvoir avoir des avis concrets. Puis, ça te fait rencontrer des gens. Par exemple, quand j'étais à Cape Town, je suis allée à Johannesburg pour l'inauguration de la fondation de Achille Mbembe. C'est qui ?
Achille Mbembe, c'est un sociologue, il me semble qu'il est camerounais, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ok. On l'a beaucoup étudié dans relations internationales et dans mon master en études africaines. Et en gros, c'est une fondation pour la démocratie. Donc tout ce qui est Ok. rapport entre l'Afrique et l'Europe. Et par exemple, à cet événement-là, du coup, je suis partie toute seule parce que ça m'intéressait. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Et j'ai rencontré une fille, en fait, qui a une plateforme sur LinkedIn qui partage toutes les opportunités d'emploi qu'il y a sur le continent. D'accord. Tu vois, donc c'est des rencontres que tu fais un peu comme ça Ouais. par hasard, déjà qui t'ouvrent les portes parce que tu peux avoir plus d'informations sur ce qui se passe sur le Ouais. continent, et tu rencontres aussi des gens qui sont inspirants parce il me semble qu'elle a mon âge, Ok. et Wow. quand elle parle de ce qu'elle a fait, d'où elle travaille, même en étant en Afrique du Sud, etc. Enfin, tu vois, t'es Ouais. un peu inspiré par le Ouais, parcours des ouais, gens ouais, aussi ouais, en allant ouais. dans ce genre d'événement et pouvoir rencontrer des gens qui font ce que tu voudrais faire ou qui pourraient t'intéresser aussi. Ok. Donc ça, ce sera un peu mes conseils à... Alors, dans un extrême, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'est ce matin même, et c'est un Nigérien qui disait, les gars qui sont sur Instagram et qui pensent que Instagram c'est oppressant, c'est-à-dire le fait de voir le succès des autres est oppressant, allez sur LinkedIn. C'est là vous allez voir, vous aurez la pression de votre vie. Sachant que j'ai quitté Instagram déjà quand maintenant en ce moment je suis que sur LinkedIn, mais je me dis mais en fait les Ouais. deux c'est la même chose. C'est là-bas vous Tu allez vois les des voir gens des qui ont 15 20 ans. d'expérience, What? les gens qui ont qui connaissent des, je sais pas, des Bill Gates, On est qui ont fait d'accord. des expériences à l'ONU, Incroyable. que Incroyable. Tous LinkedIn, les c'est jours, l'oppression. je te promets c'est trop. Tous les jours tu vois des parcours inspirants, des gens Ouais. qui te parlent d'événements qu'ils ont organisés, Ouais. je sais pas où. Enfin, ouais, mais C'est vrai. comme ils disent, il faut prendre le positif de chaque plateforme. Exact. Et je pense que LinkedIn ça reste inspirant, mais effectivement ça peut être oppressant. oppressant. Je te demande qu'est-ce que j'ai fait de ma vie au final. Mais donc voilà, c'était un peu mes conseils. Ok. Mes conseils. On arrive presque à la fin. On a encore 2 petites questions. Alors, dis-nous, c'est quoi ton rêve ou tes rêves professionnels pour l'Afrique? Dis-nous. Alors, je pense que mes rêves professionnels, enfin personnels en tout cas, je pense que ça commencerait sur la santé mentale, parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est super important, qui est un aspect qui est beaucoup plus pris en compte en ce moment, enfin, depuis le Covid. Les gens en parlent plus parce que forcément tout le monde a été un peu challengé par rapport à ça. Mais je trouve qu'il y a encore quelque chose à faire par rapport à ça, surtout dans nos pays, en Afrique. La santé mentale, c'est pas un sujet qui est abordé. C'est souvent relégué en mais tu abuses, quand tu es religieux, crois en Dieu. Oui. Juste, enfin, même des fois ça part même dans la folie, on te dit que t'es fou, que ce que tu ressens c'est pas vrai, etc. Et je trouve que c'est dommage parce que pour moi, et ce que je dis souvent à une amie à moi, que comment je vais dire ça, en allant sur la santé mentale dès que tu es petit, en fait, en la prenant en compte, ça rendra les adultes de demain moins bancals. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ouais. Tu vois, je trouve que c'est un sujet qui est tellement fondamental dans la construction d'une personne que je comprends pas pourquoi c'est autant laissé de côté. Par exemple, quand on parle de... Quand quelqu'un te dit que tu as mal à la tête, tu lui dis va voir le médecin, tu vois. Parce que c'est une douleur qui est physique, c'est une douleur qui est pas forcément visible, mais en tout cas ressentie et acceptée dans la société. Quand quelqu'un te dit que je me sens un peu triste, que j'ai peut-être des tendances dépressives, là, on va directement te mettre à côté en mode c'est bon, arrête tes histoires, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est dommage parce que ça met de côté des personnes qui sont déjà assez vulnérables et qui ont peut-être besoin d'avoir un peu plus, pas d'attention, mais en tout cas que leur challenge de tous les jours soit pris en compte. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, en Afrique en tout cas. Je trouve que c'est des questions qu'il faut prendre en compte. Donc j'espère que ça sera pris en compte dans le futur et j'espère aussi pouvoir un jour, parce que je sais que j'ai un ami qui veut toujours que j'en parle un petit peu plus, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'espère un jour pouvoir œuvrer dans ce sens-là, en tout cas pour le continent. Donc ça, je pense que ce serait mon premier rêve personnel. Après, forcément, ce sera atteindre mes objectifs professionnels, etc., de vie. Puis pour l'Afrique, moi j'ai envie, en tout cas j'aimerais. Après, des fois, j'ai des tendances un peu monde bisounours où tout est beau, tout ça. Mais j'aimerais bien qu'on
on puisse déjà, pouvoir voyager low cost en Afrique. Ah oui, parce que ça, c'est j'ai un envie gros de problème. voir tellement de pays, tellement de choses, mais quand je vois les prix, en fait, ça freine déjà Puis des fois, ça prend tellement de temps. Par exemple, quand je suis partie à Cape Town, ça m'a pris 24 heures, et genre vraiment 24 heures. C'est-à-dire que je suis partie de Dakar pour aller jusqu'en Éthiopie, déjà rien à voir, de l'ouest à l'est, Oui. pour redescendre Pour encore après redescendre, au ouais, sud. ça Ça n'a pas de sens. Ouais. Et je suis repartie enfin bref, c'était vraiment un calvaire. Et je trouve que on devrait pouvoir aussi faire quelque chose par rapport à ça, parce qu'il y a plein de choses à voir en Afrique, et il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de partir de son pays. Il y a plein de personnes en Afrique du Sud, par exemple, qui n'ont jamais rien vu que leur pays, que Cape Town. Ils ne sont jamais allés nulle part, tu vois. Ouais. Alors que si jamais on avait la possibilité de pouvoir avoir des prix abordables, Ouais. les gens pourraient faire beaucoup plus de choses. Il y a même une mobilité professionnelle, même si ça existe au sein des régions, tu sais, le ECOWAS, etc. Ouais, la CEDEAO. Exactement. Ouais. Parfois, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est bien implémenté. Ouais. Mais dans les autres régions, par exemple, c'est quelque chose qui manque en fait. Ah, d'accord. Et c'est quelque chose, je pense aussi, qui devrait être un peu plus poussé pour que les gens puissent pouvoir avoir même d'autres opportunités en Afrique en termes de travail, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, je pense que c'était... Est-ce que c'est assez? Je sais pas. Mais en tout cas, Ouais. mes pensées pour l'Afrique, ce serait un peu ça. Puis avoir une place un peu plus importante aussi, être défait de tout ce qui est la France qui vient parler du Sénégal quand il y a quelque chose qui se passe dans le pays, par exemple, faut que ça cesse. Faut qu'on arrive à se défaire de tout ce qui est eurocentré, il y a plein de questions en fait, le colorisme, enfin, il y a plein d'aspects pour moi qui doivent pouvoir être abordés et dont les peuples africains doivent pouvoir se libérer, parce qu'il y a pas mal d'aspects en tout cas qui ont été engendrés par la colonisation, tu vois, et qui sont encore présents jusqu'à maintenant. Et pour moi, mon rêve, entre guillemets, pour l'Afrique, ce serait vraiment de se défaire de tous ces mots dont on a hérité depuis maintenant plus de 50 ans, tu vois. Ouais. Ok. Voilà. Ce serait ça. Ah, là, on a dit plus de 50 ans en arrière. On a parlé du fait aussi que dans les sciences sociales, le monde change beaucoup. Mais pas que dans le monde social, le monde change tout simplement beaucoup. À ton avis, le monde sera comment en 50 ans, en 2073? Ça, c'est une question. Quand j'y réfléchissais, je me suis dit, en fait, j'arrive pas à penser très loin dans ma vie, tu vois. Je sais même pas ce que je vais manger demain, par exemple. Et je veux ni être pessimiste, ni être trop optimiste, en fait, dans ce que je vois dans le monde de j'allais dire 1973, non, 2073. Retour vers le futur. 2073. Je sais pas, j'ai l'impression que en tout cas, ce que j'aimerais, en tout cas, ce serait un monde. Ça va être encore mon côté bisounours, où on peut être libre d'être soi-même. Déjà, ça serait une première chose, où on n'est pas forcément dans la quête du bonheur, mais plutôt dans la quête à l'épanouissement. Je m'explique parce que et le dépassement de soi. Parce que je considère que le bonheur, c'est quelque chose de fixe. Alors que si on cherche plutôt l'épanouissement de soi-même et le dépassement de soi-même, en fait, c'est un peu plus dynamique. Et ça permet d'être en perpétuel recommencement. Mais ça, je pense que c'est par rapport à moi et mes choix indécis, où je sais jamais où est-ce que je vais être. Mais je pense que c'est comment dire? Je pense que c'est en fait, mon monde idéal, en tout cas dans le monde de 1973... 2073! Pourquoi je retourne en arrière comme ça? J'aimerais juste pouvoir imaginer un monde juste où... Enfin, moi, je suis très personne, très humain, très genre les gens. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à trouver justement l'épanouissement de chacun. Je pense que le monde serait beaucoup moins bancal qu'il ne l'est vraiment si chacun arrivait à faire une introspection sur sa personne pour être une meilleure personne. Comme ça, le monde serait encore plus meilleur. Bah oui, si tout le monde s'améliore, forcément le monde s'améliore. Donc en gros, voilà. Moi, j'ai un peu ce côté, pas naïf, mais en tout cas bisounours, où je me dis que on peut essayer de s'améliorer dans ce sens-là et que ça donnerait une société meilleure et peut-être encore moins de problèmes. Mais je sais que ce sera pas le cas. Voilà. Donc je ne pense pas à 2073. Je pense à demain, est-ce que je vais manger. D'accord. Merci pour ta réponse. On a passé un très bon moment. Ouais, pareil. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton parcours. Est-ce que tu auras un mot de fin?
Déjà, mon mot de fin, c'était de te remercier d'avoir pensé à moi. Parce que j'expliquais à Saïd que je n'aime pas parler de moi-même. Effectivement. Donc, c'est un gros privilège. Merci beaucoup, Aïcha. Privilège, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu un bon échange avec toi en tout cas. J'ai vraiment apprécié la discussion qu'on a. Il y a même des choses que j'ai dites que j'étais même surprise que j'ai dit tout ça. C'est bien. Puis j'espère, en tout cas, que ce dont on a parlé peut déjà inspirer quelqu'un à partir en échange. Bah oui, déjà. c'est vrai. Une personne qui a quitté son pays, de savoir un peu à quoi s'attendre, même si ça ne sera pas forcément le même contexte. Pouvoir aussi se poser des questions par rapport à la carrière internationale. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, j'ai partagé un peu mon expérience. Et mon mot de fin, ce serait de... Encore bisous. Croire en ses capacités et ne pas se les marcher dessus parce qu'on est vraiment dans un monde de requins. Ok. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Je tiens aussi à te remercier d'avoir accepté l'invitation. Comme vous l'avez certainement vu, il y a eu 8 mois de coupure. Je m'excuse pour cette coupure. Je suis en train de préparer mon mémoire. Donc voilà. On te pardonne. Et le parcours d'Aïcha est très inspirant. Et l'objectif en fait de ce podcast, c'est justement ça. Aller à la rencontre des personnes qui pourront nous inspirer, qui pourront nous faire voir le monde autrement que ce qu'on connaît déjà. Donc merci à toi de nous avoir fait découvrir le monde de Cape Town, de Genève, ta capacité à pouvoir changer, à pouvoir prendre des décisions qui vont dans ton sens, qui sont en accord avec toi. Bravo, vraiment bravo et je te souhaite tout de bon. Merci. On verra d'ici 10 ans. On va pas aller jusqu'en 2050 ans. On verra d'ici 10 ans. J'avais dit ça à Isaac aussi dans le précédent épisode. On verra dans 10 ans ce qu'on devient tous. Ouais. Ça me rappelle cette chanson de Patrick Bruel. Qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans? Moi, j'ai une chose comme ça. Donc, à bientôt. Portez-vous bien et à bientôt. Merci. Allez, ciao. Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode. C'est le 7e. 7e épisode. Je sais pas si je dois dire que j'ai réfléchi aux questions ou pas en fait. Bah si. Oui. Ok. J'étais comme ok. Du coup. Si toi aussi, tu veux exceller dans tes études et dans ta vie en général, abonne-toi à cette chaîne YouTube et je t'invite à t'inscrire à notre lettre d'information en nous écrivant « J'aime le scribe nomade » à l'adresse email katyopatv@gmail.com KATIOPATV@gmail.com. Ainsi, tu auras la possibilité de participer au prochain podcast en live et plein d'autres avantages. Porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.